Goedenavond. Deze namiddag heeft de Nationale Veiligheidsraad een analyse gedaan van de internationale veiligheidssituatie na wat we de voorbije dagen gezien hebben, na de agressieve daad van Rusland tegen Oekraïne. Fundamentele probleem, en dat hebben we ook gehoord in de speech van president Poetin, is dat Rusland het bestaan van Oekraïne als een onafhankelijke staat eigenlijk niet meer erkent en alle veiligheidsgevolgen die dat eigenlijk heeft voor ons Europeanen. Hij is daar eigenlijk zeer duidelijk over geweest en eigenlijk keert hij daarmee terug naar de logica van voor de Tweede Wereldoorlog, namelijk een redenering waar men zou zeggen Rusland is overal waar mensen Russisch spreken. Als je in die redenering gaat, dan in het lappendeken dat Europa is, zou je eigenlijk heel snel opnieuw in een situatie kunnen terechtkomen waar er heel veel bloedvergieten zou plaatsvinden. Dat staat ook helemaal haaks op de veiligheidsarchitectuur in Europa, waar de Europese Unie een belangrijke rol in gespeeld heeft, die ervoor gezorgd heeft dat we zoveel decennia na elkaar geen oorlogen meer gehad hebben in Europa. Het ondergraaft de stabiliteit die we gehad hebben sinds het einde van de Koude Oorlog, waar de Europese Unie en de internationale gemeenschap zo hard aan gewerkt heeft. En het verklaart ook de reden waarom de Europese Unie en de internationale gemeenschap zich zo sterk verzet ten opzichte van wat we de voorbije dagen hebben zien gebeuren. We zullen de komende dagen waarschijnlijk meer te weten komen over wat de uiteindelijke plannen zijn, maar we moeten ons wel ervan bewust zijn dat het misschien best wel het somberste plan zou kunnen zijn, namelijk het feit dat er een massieve inval zou zijn en dat men met een massieve hoeveelheid troepen zou de opmars inzetten naar Kiev. On pourrait conclure cela parce qu'on voit qu'aux frontières de l'Ukraine, avec la Russie et aussi avec la Biélorussie, il y avait 100 000 hommes qui étaient sur place. Maintenant, on parle d'un nombre qui rapproche en fait 190 000 hommes. C'est clair que il s'agit ici d'une agression russe. Il faut bien le souligner. C'est une agression russe. Et en fait, depuis ces 70 années d'existence, il faut bien comprendre que l'OTAN n'a jamais été quelconque menace pour la Russie. L'alliance transatlantique est une alliance de défense et en tant que pays occidentaux, nous nous défendons mutuellement. C'est vrai que l'OTAN s'est élargie vers l'Est au fil des temps, mais c'était à la demande des pays souverains qui voyaient que des pays libres, des pays occidentaux, des démocraties avaient un certain attrait et voulaient aussi jouir de cette défense mutuelle. À aucun moment, l'OTAN n'a situé une menace pour Moscou. On ne s'est, au sein de l'OTAN, jamais opposé à la Russie. Comme je l'ai déjà dit, l'OTAN est een mécanisme de défense. Dan is het duidelijk dat de Europese Unie en de NAVO deze destabilisering van de internationale rechtsorde, dat we dat niet zomaar kunnen aanvaarden. En daarom neemt ons land, of schakelt ons land op 3 fronten. Ten eerste, er is gisteren samen met de Europese landen een pakket van sancties aangenomen. Sancties ten opzichte van personen, economische sancties en ook financiële sancties. Die sancties die zijn genomen in overeenstemming met de Verenigde Staten, met Canada en met andere partners. Ik heb trouwens deze voormiddag de Noorse premier Støre hier kunnen ontvangen. Een buur van Rusland die natuurlijk al een zeer lange relatie met Rusland heeft. De minister van Buitenlandse Zaken zal straks meer in detail spreken over het sanctiepakket dat gisteren gesloten is. Laat het duidelijk zijn, als men zou zien dat er nog bijkomende agressieve daden komen van Rusland, ja, dan kunnen er natuurlijk nog bijkomende sancties genomen worden. Ten opzichte van eventuele tegensancties wil ik heel duidelijk zijn. Wij zullen natuurlijk kijken hoe getroffen sectoren, getroffen bedrijven zo goed mogelijk geholpen kunnen worden.
Daarom onderschrijf ik de inspanning waar de Europese Commissie nu aan werkt om mechanismes uit te werken die bedrijven moeten steunen die geraakt worden van eventuele tussensancties. We weten vanuit vorige sancties dat de impact op bepaalde sectoren, bepaalde bedrijven best wel groot kan zijn. Deuxième élément, donc premier élément, sanctions. Deuxième élément sur lequel nous travaillons, c'est la défense. Sur le point militaire, comme vous le savez, l'OTAN a toujours eu comme philosophie hope for the best, prepare for the worst. On espère le meilleur, mais on se prépare pour le pire. Notre défense est clairement en état d'alerte élevé et les délais de réaction ont été considérablement réduits les semaines passées. Comme vous le savez, les F-16 belges, des F-16 belges sont actifs dans la mission Baltic Air Policing. Ils sont pour l'instant en Estonie et aident nos partenaires de l'OTAN à défendre leurs frontières. Je vais être très clair. Notre soutien à l'OTAN est inconditionnel. Je laisserai la ministre de Défense expliquer plus en détail. Ten derde hebben we binnen de Nationale Veiligheidsraad de beslissing genomen om een steunpakket te maken om Oekraïne te helpen. Het gaat over inspanningen van defensie op het gebied van uitrusting, humanitaire inspanningen en inspanningen van BIFAST. Beide ministers zullen straks daar meer detail over geven. Deze avond heb ik ook een gesprek met mijn Oekraïense collega die gevraagd heeft om mij te kunnen spreken. En morgenavond zal er ook een speciale Europese top zijn. Die zal fysiek plaatsvinden in Brussel met betrekking tot de veiligheidssituatie. Ten laatste zou ik nog willen benadrukken dat wij ten volle bewust zijn van het feit dat er bij een oorlog alleen maar verliezers zijn. Niemand stond te wachten op een oorlog op het Europees continent. Maar we mogen niet de fout maken om iemand die zo'n agressief gedrag heeft ten opzichte van een soeverein land en die daarmee de veiligheid en de stabiliteit in gans Europa in gevaar brengt, om daar gewoon te zeggen we sluiten onze ogen en we laten dat zomaar gebeuren. Op die manier zouden we 77 jaar stabiliteit in Europa na de Tweede Wereldoorlog, stabiliteit in Europa die we stap voor stap hebben opgebouwd, zoiets mogen we niet zomaar te grabbel gooien. En dan is het ook logisch dat de internationale gemeenschap en ons land daar op een bijzonder doortastende manier op reageert. Voilà, merci beaucoup. Je laisse la ministre des Affaires étrangères élaborer. Dank u. Goedenavond iedereen. Ik zal inderdaad starten met de bevestiging dat we de situatie van uur tot uur volgen met voortdurend overleg tussen onze Europese partners en onze NAVO-bondgenoten. Vous le savez certainement, j'étais à Paris hier après-midi à un conseil extraordinaire des ministres européens des Affaires étrangères et pendant cette réunion, nous avons formellement pris la décision d'un premier train de sanctions en réponse aux actions récentes de la Russie. Et je parle bien sûr de la reconnaissance tout d'abord des territoires séparatistes de Donetsk et de Lugansk et de l'accord donné à l'armée russe pour, et je le dis entre guillemets, maintenir la paix dans ces territoires. La Belgique a effectivement pleinement soutenu ces sanctions européennes qui sont de différents ordres puisqu'elles visent d'une part des individus qui sont impliqués dans ces décisions illégales ou qui cherchent à déstabiliser l'Ukraine. On parle ici de gel d'avoirs, d'interdiction de visa. On pense et on vise aussi des banques qui financent les opérations militaires de la Russie, les actions aussi dans les territoires séparatistes. On a aussi visé la capacité de la Russie d'emprunter sur les marchés de capitaux européens et on a aussi décidé qu'il n'y aurait pas d'échanges commerciaux entre l'Union européenne et les territoires séparatistes. Vous le savez, il y avait encore des réunions, je dirais, techniques, parce que tout ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Par contre, on pourra noter la célérité avec laquelle nous avons été capables de manière unie à prendre ces décisions et les textes devraient donc être publié ce soir au niveau des instances européennes. U zult gemerkt hebben dat ik heb gesproken over een eerste reekse sanctie. We werken inderdaad op een graduele manier. Het diplomatiek kanaal blijft open. Ook als het is, en dat moet toegegeven worden, dat de voorbije uren
nauwer geworden en veel moeilijker is geweest. Ik denk dat er een ernstig risico bestaat dat we opnieuw zullen moeten optreden met strenge sancties in geval van verdere Russische actie en we zullen niet aarzelen om dit te doen. Dit is ook in feite precies wat ik heb gezegd tegen de Russische ambassadeur in België, die ik vandaag persoonlijk heb ontmoet. Ik zou het ook even willen hebben over de kwestie van onze landgenoten en hun naastfamilie in Oekraïne. Ze zijn op dit moment 223, dus België plus familie. En ongeveer 50 van hen hebben ons gezegd dat ze regelingen treffen om het land te verlaten. Ik wil ook herinneren dat België verantwoordelijk is voor 20 burgers uit Luxemburg die daar zijn. Sinds 13 februari worden alle reizen naar heel Oekraïne sterk afgeraden en al onze burgers wordt ook dringend aangeraden het land te verlaten. Want als de situatie verslechtert en de risico wordt groter en groter, zullen de mogelijkheden om het land te verlaten beperkt zijn en een evacuatie uit Oekraïne kan niet worden gegarandeerd. Pour le moment, il est toujours possible de quitter l'Ukraine par voie aérienne. Il y a encore des vols. C'est toujours possible aussi par la route. C'est aussi possible par le train. Il y a encore 2 vols par semaine entre Charleroi et Kiev. Mais comme je l'ai dit, la situation peut évoluer extrêmement rapidement. J'insiste pour que les Belges suivent les avis de voyage. Quand on dit aux Belges de ne pas se rendre en Ukraine ou de quitter le territoire, ce sont des avis qui doivent être pris au sérieux. En ce qui concerne notre ambassade, puisque c'est une question qui est posée souvent, notre ambassade à Kiev est ouverte. Elle est composée de l'essentiel, c'est-à-dire 3 diplomates. Ce personnel a d'ailleurs été renforcé par 2 agents temporaires des affaires étrangères pour se préparer à la crise. Il vaut mieux être préparé au cas où. Et comme c'est le cas pour une très grande partie, ou je dirais même la majeure partie des ambassades européennes, il n'y a pas de transfert de notre ambassade prévu à ce stade. Ça n'est pas à l'ordre du jour à ce stade, et vous aurez compris que je souligne à ce stade, parce que, comme l'a dit le Premier ministre, la situation peut évoluer rapidement. Alors pourquoi est-ce qu'on garde une ambassade? D'abord parce que c'est une nécessité pour porter au mieux assistance aux Belges, mais c'est aussi, il ne faut pas le sous-estimer, un symbole fort de soutien auprès des Ukrainiens qui est reconnu et apprécié. Une autre décision qui a été actée aujourd'hui, on en a parlé, c'est d'accéder à la demande introduite par l'Ukraine récemment, une demande d'aide via le mécanisme européen de protection civile. On a décidé donc d'y répondre positivement et nous allons donc passer pour ce faire par BIFAST, qui est un mécanisme de réaction rapide pour faire face aux catastrophes. Je ne parle pas ici de l'outil militaire. Il est question d'envoyer par la route le matériel suivant acheté à une entreprise belge parce que nous n'avions pas les capacités en stock chez BIFAST, donc nous avons décidé de les acheter. Il s'agit de dispositifs de tentes, de kits d'hygiène, de sets de cuisine, de couverture, tout ça pour servir d'abri à la population, devrait-elle en avoir besoin, ce que nous espérons évidemment que ce ne soit pas le cas. Dit materieel beantwoordt dus aan wat Oekraïne in dit stadium zegt nodig te hebben en wat het nodig niet heeft. Het is ook bestand tegen de bare weeromstandigheden in Oekraïne. Zo toont inderdaad België heel concreet zijn solidariteit met Oekraïne en sluit zich ook aan bij andere lidstaten die inspanningen doen. We zijn een aantal. Voilà en tout cas pour les points qui concernent plus directement les news que vous n'avez pas encore pu avoir au sujet des affaires étrangères puisque nous sommes en contact régulier.
vous constaterez que nous prenons toujours cette situation et la situation extrêmement au sérieux. Comme l'a dit le Premier ministre, il s'agit d'une situation extrêmement difficile pour nos partenaires ukrainiens, mais aussi une situation qui met à mal la situation sécuritaire de l'Europe. J'ai malheureusement la conviction que c'est un sujet qui risque de nous occuper encore pour un moment, même si j'espère évidemment que ça ne soit pas le cas. Merci. Oui, merci, Madame la Ministre de la Défense. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre présence. Il est clair que nous assistons depuis plusieurs mois déjà à un renforcement croissant de la présence militaire russe autour de l'Ukraine. Cette situation inédite depuis la fin de la guerre froide ne cesse de nous alerter et malgré les appels au dialogue, à la désescalade, nous ne pouvons que constater les développements inquiétants de ces derniers jours. Vous avez, le Premier ministre l'a dit, aujourd'hui on parle de quasiment 190 000 troupes amassées aux frontières de l'Ukraine, au nord via la Biélorussie, à l'est donc sur les territoires russes, au sud en mer avec beaucoup d'éléments navals. Il faut savoir que ces troupes sont également, bénéficient également d'équipements militaires lourds, des missiles balistiques, des avions, des hélicoptères de combat, des unités médicales et des postes de commandement. On peut donc dire qu'ils sont prêts au combat. Et ce, malgré les annonces faites par les autorités et les médias russes d'un retrait des troupes, nous n'avons malheureusement pas pu le constater sur le terrain. Wij respecteren de territoriale integriteit en de soevereiniteit van Oekraïne. De aanwezigheid van Russische troepen op het Oekraïnse grondgebied is niet legitiem. We veroordelen dan ook ten stelligste de acties van Rusland en de schending van die territoriale integriteit. Zoals mijn collega's al hebben gezegd, gaat onze voorkeur vandaag nog altijd uit naar dialoog en diplomatieke contacten om de spanningen te laten afnemen en tot een vreedzame oplossing te komen voor de situatie waar we ons vandaag in bevinden. Het is echter de verantwoordelijkheid van Defensie als multifunctioneel instrument en veiligheidsdepartement van ons land om zich als betrouwbare partner voor te bereiden op een eventuele verdere verslechtering van de crisis. Wat er ook gebeurt, de Belgische militaire participatie en engagementen binnen de NAVO blijven van kracht. Als binnen het bondgenootschap en of de EU beslist wordt de defensieaanwezigheid te vergroten, zal België reageren en haar verantwoordelijkheid opnemen. Dans ce contexte et conformément à notre participation dans le rôle de force de réaction rapide de l'OTAN, la défense belge peut mobiliser dans un délai très court plusieurs centaines d'hommes et déployer des capacités aériennes, navales et terrestres pour assurer la sécurité et l'intégrité des pays de l'Alliance atlantique. Parallèlement et à la lumière des développements de ces derniers jours, le gouvernement a décidé de donner une suite favorable aux demandes d'appui en matériel formulées par le gouvernement ukrainien. Cet équipement demandé par le gouvernement ukrainien au profit de son armée comprend du matériel de protection individuelle, du matériel d'orientation et d'observation. Complémentairement à ce soutien matériel, l'hôpital militaire Reine Astrid se tiendra prêt à accueillir, si nécessaire, d'éventuels blessés ukrainiens au sein de son service des Grands Brûlés ou pour leur apporter les premiers soins avant de les transférer dans des hôpitaux civils. En ce moment, l'état-major poursuit son analyse quant aux modalités de transport. Du matériel médical sera également donné en Ukraine.
Il est clair que les prochains jours seront importants, seront décisifs quant à l'évolution de la situation autour de l'Ukraine. Au sein de l'OTAN, les discussions se poursuivent sur les ajustements de la posture de l'Alliance en fonction de l'évolution de la situation. À notre niveau, en tout cas, nous continuerons à suivre cette situation de très près et à ajuster notre posture en permanence. Dank u wel. Ik zou nog eens willen benadrukken, op basis van de meest recente informatie die we hebben, houden we rekening met het somberste scenario. En het somberste scenario is een grootschalige Russische operatie in Oekraïne richting Kiev. En op een moment als dit moeten we tonen als NATO-bondgenoot dat wij dat bondgenootschap voor 100% steunen. En onze steun aan de NATO die zal onvoorwaardelijk zijn. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Petite question sur la demande de matériel qui sera envoyé à l'Ukraine. Est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin sur c'est quoi ce matériel de protection, d'orientation, d'observation et il n'est pas question d'envoyer d'armes ou de munitions à l'Ukraine. Il n'y a pas eu de demande là-dessus. Il y a eu des demandes, à la fois pour du matériel et pour de l'armement. Aujourd'hui, la réponse qui peut être proposée par la défense est celle que je vous ai donnée. Du matériel de protection individuelle, donc ça concerne des casques. Tout ce qui est orientation et observation, c'est plus des jumelles ou du matériel de ce type-là. Et à côté de ça, vraiment, l'importance que va jouer notre hôpital militaire, à la fois évidemment pour sa capacité à accueillir d'éventuels grands brûlés, mais aussi pour servir de dispatching et d'apport de premiers soins aux blessés éventuels, pour ensuite être dirigés soit vers nos services s'il s'agit de grands brûlés, soit vers des hôpitaux civils. Nous donnerons également du matériel médical et au-delà, évidemment, comme je le disais, la défense est et reste en état de préparation pour réagir rapidement, pour défendre les pays alliés de l'OTAN. Ja, meneer de eerste minister, het hulppakket dat u zult aanbieden, omschrijf eens wat daarin zit. Ja, dus het hulppakket zit op 3 dimensies. Ten eerste beschermingsmateriaal, dat is militair beschermingsmateriaal. Dat gaat over helmen en vergelijkbaar type bescherming. Ten tweede een aanbod om militairen, maar ook burgers die gewond zijn en meer specifiek met zware brandwonden, om die te repatriëren naar België en hen hier de bescherming te geven, ofwel in het militair hospitaal, ofwel in andere hospitalen die we hebben. En ten derde is medisch materieel, medische hulpmiddelen die we zenden op basis van wat we hebben binnen BIFAST. Oui. J'avais une petite question. Donc, cette livraison de matériel, elle se fait donc dans un cadre bilatéral entre la Belgique et l'Ukraine. On est hors OTAN ici dans la fourniture de ce matériel. Tout à fait. Donc ça, ce sont des demandes bilatérales et qui s'ajoutent évidemment. Chaque pays va apporter sa contribution, donc il faut prendre évidemment l'aide dans son ensemble. À cela s'ajoute, comme l'a dit Sophie, évidemment toute l'aide via BIFAST et aussi tout le soutien apporté par l'Union européenne qui a été décrit avant. Si j'ai bien compris, il y a une demande de matériel aussi qui portait aussi sur de l'armement. Pourquoi est-ce que vous avez refusé cette demande? Donc, peut-être, hein, donc il y a une demande qui est une demande très large, hein, qui est une demande qui s'adresse d'ailleurs à plusieurs pays, pas uniquement à la Belgique. Et là, une analyse a été faite pour regarder quel est le matériel qu'on peut livrer rapidement, qui est aussi rapidement utilisable pour quelqu'un pour qui ce matériel est nouveau, et quel est le matériel qui, nous, d'un point de défense dans notre fonctionnement, n'auront pas besoin. Et ça, vous pouvez bien constater que dans l'état où on se trouve actuellement, il faut être sûr naturellement que notre capacité de défense puisse continuer à être livrée au sein de nos obligations de l'OTAN. Et pour ça, il faut naturellement utiliser le matériel nous-mêmes. Nog vragen? Nee? Oké, merci.